Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Michel Martin, qui est enseignant d'aïkido Mochizuki. Donc, justement, on parlait de ça un petit peu avant de commencer. Mais avant qu'on aille dans le style Monsieur Martin, j'aimerais ça qu'on parle de vous. À quel moment dans votre vie vous avez commencé les arts martiaux? Avec qui ou comment ça s'est passé? J'ai commencé les arts martiaux avec la fureur de vaincre de Bruce Lee. C'était l'époque où tout le monde, je pense toutes mes chums voulaient faire du karaté. C'était la grande tendance. C'était en tout cas, ceux qui ont vécu ces époques-là, ils s'en souviennent sans doute. Tout le monde voulait faire du karaté. Mais beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus parce que il fallait travailler fort. Puis moi, les gars avec qui on s'est inscrit, je m'en rappelle tout le temps, on s'est inscrit 4-5 gars, je pense, puis on va aller faire du karaté. Wow. Et finalement, au bout de 3 semaines, je pense que sur 4, il en restait 1 ou 2. Ouais, parce que le travail était... on avait un professeur assez exigeant, même très exigeant, qui connaissait pas vraiment la mise en forme à cette époque-là. Je pense qu'il nous faisait faire la split à froid, et puis il nous forçait pour faire la split, il nous forçait, les genoux montaient, puis il sautait sur nos genoux. En tout cas, ça, c'est des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Heureusement, parce que ça scrape des jambes assez vite. Alors, j'ai commencé par du karaté Shotokan à l'époque, et j'ai passé à peu près comme 3 ou 4 mois là-dedans. Moi aussi, j'ai laissé aller pour me retrouver à un moment donné, après un an de pratique de karaté Shotokan. Et là, je me suis retrouvé chez un de mes amis qui faisait du karaté lui aussi, mais un autre style, le Shonin-Jiryu, complètement un autre style. Et on est chez ses parents, puis on tasse les meubles du salon, puis on essaie nos techniques, essaye ça, puis fait ci, puis fait ça, puis on se tapait sa gueule dans le salon chez ses parents, jusqu'à ce que le frère aîné arrive, puis qu'il nous regarde, puis il dit, les gars, il dit, vous l'avez pas pantoute. Il dit que lui, il est allé pour s'inscrire pour du judo, mais il est revenu un soir, puis il a dit, les gars, vous l'avez pas pantoute. On fait comme, il dit, saisissez-moi le poignet. Fait qu'on saisit son poignet. Écoutez, il nous fait une clé d'aïkido, chose qu'on savait pas. Il s'est dégagé, il nous a fait une clé de poignet sur place. Là, on a fait comme, ah, gueule-ton, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de l'aïkido. Là, on lui a dit, de l'apkido. Non, aïkido. Le lendemain, la semaine d'après, on était les 3 inscrits parce qu'on était les 3 inscrits en aïkido, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un côté geishi, puis je suis allé m'inscrire au cours d'aïkido. C'était un professeur qui s'appelait Edmond Vargignac à l'époque, qui était relié avec Raymond Damblanc. OK. C'est dans quel coin, ça, du Québec? C'était à Montréal, dans le cégep Marie-Victorin. OK. Les tatamis neufs en paille sur du terrazzo. Si tu fais pas des chaudrons, ça s'arrondit avec le temps. Ah oui, c'est clair. Ou tu laisses tomber carrément. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent, en tout cas, fait que on a commencé l'aïki, puis on a fait puis le professeur nous entraînait à bien chuter, puis à chuter, puis en tout cas. Fait que j'ai développé ça là. Peu de temps après, après quelques années de pratique, quelques mois, on a été transféré à l'Akudokan
à Montréal, qui était l'école de judo de Raymond Damblanc et ainsi de suite. Puis on faisait de M. Raymond Damblanc. Puis on a commencé l'aïkido là-bas. J'ai passé une jaune et ça a commencé comme ça. Là, comment vous en êtes venu à... Est-ce que dès le départ, c'était de l'aïkido de la famille Mochizuki ou Non. comment vous en êtes venu à enseigner ce style-là? Comment la rencontre avec ce style-là Et mon Dieu. On a fait... L'aïkido qu'on faisait à l'époque, c'était de l'aïkibudo. Mm-hmm. Ça s'appelait comme ça. Et ça relevait de Maître Alain Floquet en France. On a fait des stages avec Maître Floquet au Québec. J'en ai fait plusieurs. À l'époque, lui, il était 3e dan. Aujourd'hui, je pense qu'il est rendu 9e. Donc, on peut voir le temps que ça a pris. Puis, à un moment donné, quand j'ai atteint la ceinture bleue, quand j'ai eu ma ceinture bleue, il y a M. Damblanc a invité, c'est-à-dire parrainé la visite d'un Français qui arrivait du Japon, qui avait étudié chez Minoru Mochizuki, qui avait étudié chez Maître Mochizuki. Donc, il s'appelait Patrick Auger. Et quand on l'a vu débarquer, il est arrivé, puis tout ça, il a été reçu, on faisait partie des gens qui l'avaient reçu, tout ça, on est allé le chercher à l'aéroport et toute la patente. Et là, quand on l'a vu sur le tapis, ça a été comme une révélation. Ça a été vraiment, ça a été ça. Et on a tout de suite, quand je dis on, c'est que j'avais toujours un partenaire avec moi, le gars avec qui je pratiquais le karaté dans son salon, là. Ouais. Il s'appelait Bruno Perrault. Et on a été des partenaires d'entraînement en tout cas. Et on a pratiqué, on s'est tout de suite intéressé à ça. Et Patrick Auger a été appelé à donner les cours du matin, l'aïkido le matin. Et à un moment donné, ben là, une chose en attend, fait qu'on pratiquait beaucoup avec lui, on pratiquait le soir, le matin, on pratiquait assez régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. Jusqu'à un moment donné où est-ce que il est arrivé une chose, une charnière. Les arts martiaux, il y a beaucoup de politique aussi là-dedans. Hein? Ah ouais, ben ça, ouais, on le sait. On sait très bien, celui qui est, mon père est plus fort que le tien, puis en tout cas, on en vit beaucoup de ça. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que finalement, on a dû quitter la Lucan pour rejoindre le regroupement à Patrick Auger. Et ça a duré, c'est comme ça que ça a commencé, l'aïkido Mochizuki, finalement. OK, parfait. Qui s'appelait le Yosekan à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Parce que la famille Mochizuki, comme on se disait hors d'onde, moi, ce que ça me sonne comme cloche, c'est le lien avec le Yosekan. Puis, ben, il y a le karaté Yosekan, puis il y a l'aïkido, il y a le Yosekan Budo, puis là, vous, ça serait comme une autre branche, fait qu'on peut juste éclairez-nous, là. C'est-à-dire que c'est issu, nous autres, on a fait ça, après ça, il y a eu une scission encore avec le regroupement de Patrick Auger et tout ça, et qui s'appelait, eux autres, c'était Yosekan, en tout cas, un autre nom. Et là, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on est allé au Japon. On est retourné chez M. Damblanc. M. Damblanc nous a réinvités chez lui. On est retourné, en tout cas. Rendre l'histoire courte, là, ça a été compliqué, mais on est retourné chez M. Damblanc. À partir de chez M. Damblanc, il y a eu un voyage au Japon d'organiser avec un autre regroupement. On est allé au Japon. Et là, on s'est rendu chez Maître Minoru Mochizuki. On avait le cœur gros de même. On était hyper nerveux. Faut dire que mon partenaire d'entraînement à cette époque-là, Bruno Perrault, avait passé 6 mois au Japon. Mochizuki dans les années 60, soit fin 70. OK? Donc, puis là, il nous dit, les gars, faudrait y aller. Fait en 90, on est allé au Japon. Et on a pris notre petit bonheur, puis on s'est rendu chez Maître Mochizuki. Sans être introduit, sans lettres, sans rien, on s'est rendu. Oh, puis ça, on sait que ça peut être compliqué, là. Ça peut être touché à approcher les Japonais. On était trois gars. Il y avait Bruno Perrault, Roger Roy et moi-même. OK. Donc, on cogne à la porte. Puis on est au Yosekan. On est vraiment là. On a pris le train, l'autobus, puis on s'est rendu.
On y va. On cogne à la porte. Là, je dis à Bruno, je dis, ben là, faudrait que, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on attend. Fait que là, on entend des bruits de pas. Et tout à coup, la porte ouvre. Et qui est-ce qui nous ouvre la porte? Maître Minoru Mochizuki. Là, on fait comme, là, le maître, il nous regarde. Puis il voit bien, on a nos pack-sacs sur le dos parce qu'ils sont tellement pesants qu'on est tous pliés par en arrière quasiment. Et là, il nous regarde. Puis là, il reconnaît Bruno. Puis là, on est allé en 80. Il le reconnaît, il le regarde, puis on sent. Là, il nous fait signe de la main. Au Japon, quand ils font ça comme ça veut pas dire va-t'en. Ça veut dire viens, entrez. C'est ça que ça veut dire. Ici, ça veut dire va-t'en. Mais au Japon, ça veut dire viens ici. Fait que là, il nous fait signe, les trois, viens, entrez. Fait que là, on rentre. Il nous dit suivez-moi. Il nous fait signe encore de la main. Mais il parlait français parce qu'il a vécu 2 ans en France. Il a vécu en France, oui. Il a vécu en France. On l'a suivi. On est monté dans ses appartements en haut. On est allé en arrière. Puis là, il nous a indiqué une chambre. Il a dit, il nous fait signe avec nos sacs, de mettre nos sacs à terre. C'était notre chambre. Là, on a fait comme, c'est tout. C'est tout. Écoute, comme ça. Et là, il nous a dit, suivez-moi. Fait que là, on l'a suivi. Puis, on est allé prendre une bière à un café, pas loin, en regardant les lutteurs sumo, avec ses commentaires, en français puis en japonais. Puis, on a pris une bière, puis ça a commencé comme ça. Et le lendemain matin, à 10 heures, on était sur les tapis. On s'entraînait sur les tapis. Et on entend dans les escaliers descendre. Parce qu'on vivait c'était comme dans les films japonais, là. On vivait au-dessus du dojo, dans ses appartements en haut. Et lui, il vivait là. On avait notre chambre, puis là, on descendait les escaliers et on était dans le dojo. Et puis là, oui. Et à 10 heures le matin, on commençait un entraînement, les 3 gars, toc, 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 un peu sur le décalage, mais on a commencé l'entraînement. Et qu'est-ce qui arrive? Le maître s'assoit dans son fauteuil. Il avait un grand fauteuil, il s'assoyait dans le fauteuil, puis là, il nous regardait. Et tout à coup, il se lève. Là, on fait comme, bon, OK. Il se lève, il vient nous voir, puis là, il nous dit carrément, essayez ça. Là, il nous montre un mouvement. Essayez ça comme ça. Au lieu de le faire de la façon dont vous le faites, essayez-le comme ça. Fait que là, on a essayé de le faire comme lui nous demandait, et c'était au contraire de ce qu'on croyait. C'est que là, commençait comme un laboratoire. Un laboratoire de techniques, de développement, de techniques, d'amélioration de nos mouvements et on retrouvait des nouveaux mouvements, des nouvelles techniques. Là, il allait se rasseoir, il nous regardait, puis soit qu'il nous faisait ça comme ça, ou ça comme ça. Ça voulait dire, c'est très bon, continuez. Puis là, à chaque fois qu'on faisait une chute ou qu'on faisait un mouvement, on se revirait de bord, puis on le regardait. C'était drôle au début. Il partait à rire, puis il nous regardait, puis il disait, OK, continuez, c'est bon, allez-y, c'est bon, c'est correct. Mais c'était vraiment... c'était très... écoute, c'est comme un rêve qui devenait réalité. Là, on était... puis ça a duré... on est resté là 3 semaines. On s'entraînait 6 jours sur 7. Le dimanche, c'était congé. Et ça a été vraiment merveilleux pendant ces 3 semaines-là. Là. Fait que en 90, ça a été en 90. En 92, en 91, on est retourné, évidemment, quand on est revenu à Montréal, on s'est entraîné avec nos groupes habituels. Et là, on sentait que ça tournait en rond. Que ce qu'on voyait, ce qu'on apprenait, c'était pas exactement ce qu'on recherchait, ce qu'on avait vécu. Et donc ça avait jeté un peu. On a pris ça a été une décision pas facile à prendre. Bruno puis moi, on s'entraînait toujours ensemble puis tout ça. Puis on s'est dit bon, là, si on s'en va,
on part quelque chose, ça veut dire qu'on traverse l'autre bord de la clôture. Ça veut dire qu'on n'est plus maintenant étudiant, puis on suit un chemin. C'est nous qu'il va falloir qui trace le chemin. Il va falloir faire évoluer tout ça, puis faire connaître ce que nous on a dans les tripes finalement. Fait qu'on a pris cette décision-là, on a rencontré les gens avec qui on s'entraînait, les professeurs de l'époque, on les a rencontrés pour on leur a expliqué notre démarche. On n'a pas quitté en sauvage, on n'a pas quitté en claquant la porte, c'était loin de notre philosophie, de notre façon de faire, très très loin. Nous, on a toujours eu des amis, on s'est toujours fait des amis dans ce milieu-là. On n'est pas des gens qui claquons les portes puis que non, c'est nous autres. Non, on n'est pas vraiment comme ça. Puis je trouve que c'est la bonne façon de faire, à mon avis. Et puis, fait qu'on est parti. On est parti, puis on a approché notre troisième larron, Roger Roy. Puis on lui a parlé de notre décision de partir l'association qui s'appelait l'Association canadienne d'Aïkido Mushizuki. Donc l'idée a germé en 91, puis en 92 on l'a déposé, puis on a fait les démarches juridiques au Canada pour ça, puis avec un ami qui s'entraînait avec nous qui est avocat. Donc ça nous a pas coûté trop cher, mais puis comme tous les noms avaient été pris, Budo, Aikibudo, Aikido, Budo ci, Budo ça, Yosekan ci, Yosekan ça, tous les noms avaient été pris. Donc ça a été tout un remue-ménage pour trouver le nom d'Aikido Mushizuki, mais c'est en discutant les trois ensemble, puis avec l'avocat, puis on a fait comme ben regarde, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça Aikido Mushizuki? Déjà, ça va différencier le maître du fils, le père du fils, parce que le fils fait plus une forme de karaté. Fait en sachant ça, ben on va faire de l'aïkido Mushizuki. Fait que c'est comme ça que le nom est. C'est la raison pour laquelle que ça a été trouvé comme ça, comme nom. Parce que tous les autres noms avaient été pris, et évidemment, c'est ça. Ceux qui s'y connaissaient dans la politicaillerie des arts martiaux, ben ils ont tous enregistré les noms pour être bien sûr que personne ne les utilise. Donc, mais on les a eu un petit peu en appelant ça Aikido Mushizuki, je pense. Ouais, puis vous êtes resté en contact, j'imagine, avec Totalement. Oui. Ouais, la ouais, source ouais. après. Avec, on a croisé Monsieur Floquet à un moment donné à Trois-Rivières. On a croisé M. Floquet qui venait saluer Hiro Mushizuki qui donnait un stage là-bas. Puis ça a été très chaleureux, très convivial, très agréable. Hiro Mushizuki, ça va, on s'entend très bien. Aucun problème, aucune animosité, rien du tout. Bien au contraire. Les gens, puis les anciens professeurs avec qui on était, on les a recroisés, on les recroise évidemment, comme je disais tantôt, c'est un bien petit monde, le monde des arts martiaux au Québec, au Canada, ou même à ça dans tes lignes de pratique, souvent tu vas recroiser les gens, ou tu vas en entendre parler, tu vas dire ah oui, ça c'est un tel, oui je me rappelle, et ainsi de suite. Donc même nos élèves ils se promènent parce qu'on fait aussi du Kobudo, du Katoryu Toryu. De maître Yoshio Sugino et maintenant son fils Yukihiro Sugino, qui est représentant du Katoryu Toryu version Sugino mondiale, hein, si on veut. Il se promène à travers le monde, donc il vient faire je l'invite depuis, nous l'invitons ici depuis 16 ou 17 ans, à chaque année, qu'il vient donner un stage, il vient donner une formation en Katoryu Toryu, en Kobudo. Donc, ouais, c'est ça. Fait que à travers lui, on reconnaît les gens en Europe ou ainsi de suite. Là. Donc, quand nos élèves se promènent, ils savent d'où ils viennent, puis ils savent d'où on sort, autrement dit. Ouais, 100%. Puis, si on revient à vous un petit peu, est-ce que vous faites ça à temps plein maintenant, enseignement des arts martiaux, ou vous avez une autre carrière en parallèle? Non, je fais ça. C'est-à-dire que quand j'avais le temps, je pouvais m'entraîner 4-5 jours par semaine. Là, maintenant, j'enseigne. J'enseigne 2 cours par semaine, les soirs, évidemment. Je fais ça la majeure partie de mon temps. Quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai commencé après la fondation de l'association, et ainsi de suite. C'est sûr qu'on enseigne 2 soirs par semaine, 2-3 soirs par semaine. On donne des stages aux 5 semaines.
Donc, et le côté administratif, le côté calendrier, le côté, c'est ça. Donc, ça prend assez de temps. La formation des gens, les programmes, établir les programmes pour les passages de grade. Ce que je dis souvent aussi, c'est que quand un élève passe son grade, c'est pas tellement l'élève qui passe le grade, c'est le professeur avant tout qui passe le grade pour savoir s'il est capable de bien enseigner le programme à l'élève, n'est-ce pas? Donc, puis on a plein de questions, mais maintenant, je fais ça presque, pas à temps plein, mais je fais ça, ça prend beaucoup de mon temps. Beaucoup de mon temps, puis c'est hyper agréable parce que on compte pas les heures. C'est une passion, c'est pas... j'ai manqué beaucoup de soupers de famille, beaucoup de les stages, les rencontres, les maîtres qui viennent, on va visiter les maîtres, on se promène ça m'a permis de voyager en Europe, aux États-Unis, en France, un peu partout, là. Ouais. Au Québec aussi, là, mais enfin. Puis, au Canada. Une question pour vous concernant l'aïkido. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'aïkidoka sur le podcast. Ouais. C'est un sujet que j'ai abordé avec tous les invités. Puis c'est drôle parce que tous les invités qu'on a eus d'aïkido représentent des branches de l'aïkido qui sont très martiales dans leur pratique, donc très concret. Puis pourtant, quand on regarde disons l'image qui est véhiculée de l'aïkido dans mettons sur YouTube ou en général dans les médias, c'est comme si c'était très soft l'aïkido, puis pas vraiment efficace, puis tu sais, il y a comme une image cliché. Puis c'est drôle, paradoxalement, tous les aïkidokas que j'ai reçus viennent de branches très très martiales, très concrètes, très application pratique du truc. Donc, et ça vient d'où d'après vous cette perception-là que l'aïkido c'est plus esthétique, puis ça fonctionne pas vraiment, tu sais. J'ai du mal à me l'expliquer, là. Peut-être vous l'avez pratiqué longtemps. Là. Je vais donner un cheminement personnel. J'ai commencé par du karaté. Après ça, j'ai fait de l'aïkido. J'ai fait du judo parallèlement à ça. Okay. J'ai fait de la boxe. J'ai fait du kickboxing. Mais tout ça pour améliorer mon aïkido. Pas pour me lancer, pas pour voir OK, si m'attaque de telle façon, je vais faire quoi? Donc, puis j'ai fait aussi pas beaucoup, mais j'ai fait un petit peu de kendo. Donc, pour parfaire mon aïkido, pour imbriquer ça. Bon, pour répondre à la question, oui, je suis entièrement d'accord que l'aïkido a une image, c'est très dansant. Nous, aïkido, Maître Mochizuki, je vais répondre par... Hiro Mochizuki disait, parce que Maître Mochizuki s'est entraîné avec Morei Ueshiba, le fondateur d'aïkido. Et ça, mais avant la guerre. Donc, c'était Morei Ueshiba, puis Maître Mochizuki, de la façon dont il parlait de Morei Ueshiba, là, c'était pas dansant pantoute. Lui, il disait, c'est un homme qui était très puissant. Morei Ueshiba était très, très puissant. Maître Mochizuki nous disait, il dit, quand il me serrait la main, il dit, j'avais des bleus sur la main quand il me lâchait la main. Il était très, très, très puissant. C'est un homme qui était très carré, très fort physiquement, et il savait comment se placer, puis quand il y avait une poigne, en tout cas, Maître Mochizuki, la façon dont il nous parlait, parce qu'on allait super avec Maître Mochizuki des fois, puis il nous parlait de Jigoro Kano, il nous parlait parce que lui, il s'est entraîné avec Mifune, il s'est entraîné avec le judoka Mifune, le petit judoka Mifune, il s'est entraîné avec Jigoro Kano. Jigoro Kano l'a introduit chez Morei Ueshiba. Morei Ueshiba, il l'a pris comme son fils. Il voulait que Minoru Mochizuki épouse sa fille. Et ça, c'est pas rien. Puis, oui. Puis Minoru Mochizuki a refusé à ce moment-là. Il était pas prêt pour prendre épouse, j'imagine. Mais il le considérait comme son fils. Et il était Uchideshi, ça veut dire qu'il était le directeur technique et l'élève interne Morei Ueshiba à cette époque-là. Donc, puis Maître Mochizuki a envoyé Hiro Mochizuki chez Morei Ueshiba. Mais ça, c'était après-guerre. Et après-guerre, les arts martiaux c'était interdit de pratiquer des arts martiaux, ou presque. Ouais, au Japon, là, c'était... Au Japon, c'était très... Après-guerre, on parle de la guerre avec les États-Unis et tout ça. La deuxième. Donc, la Deuxième Guerre. Donc,
c'était interdit de pratiquer des arts martiaux. En tout cas, c'était mieux de pas rien faire. Fait que Hiro lui a vécu l'après-guerre. Donc, plus Morihei Ueshiba il savait comment se placer, puis quelqu'un qui a d'expérience énormément, il va arriver à se placer tout de suite, placer son adversaire ou son partenaire d'entraînement en déséquilibre. Il sait où rentrer. Il va prendre le centre de son adversaire, de son partenaire, puis, aussitôt qu'il est en déséquilibre, il va l'amener, puis c'est facile de faire tomber quelqu'un en déséquilibre, c'est clair. Là. Bon, les judokas font ça, et ainsi de suite. Mais lui, il avait la particularité, en plus, il avait une poigne, donc il saisissait les gens, fait que, et Hiro Mochizuki disait, il dit, mon père, c'est la guerre, et Maître Ueshiba, c'est la paix. Et moi, je préfère la paix. Mais, fait qu'on peut comprendre, Minoru Mochizuki, c'était vraiment pas de l'aïkido, il est issu du judo. C'est un judoka aguerri, il est 9e dan de judo. En fait, il totalise 52 ou 54 dan de différentes disciplines, Maître Mochizuki. Donc, il était doué pour les arts martiaux. On s'entend qu'il faisait ça à vie. C'était sa vie. Point à la ligne. Et, il était excessivement, puis je me rappelle, à un moment donné, on était chez Maître Sugino, au Kataji Shintoryu. Puis là, les gens nous voyaient avec notre ceinture rouge et noire, là, c'est-à-dire qu'on avait une ceinture noire avec un liseré rouge au milieu. Et les gens nous disaient, c'est quoi cette ceinture-là? Ah, c'est la ceinture. Là, Maître Sugino, elle disait, c'est Minoru Mochizuki. Ah! Minoru Mochizuki? À Brunei? Ça veut dire, Minoru Mochizuki, c'est dangereux, aller s'entraîner là. Fait que, on voit tout de suite qu'il y a un parallèle, tu sais, il y a, fait que, on est loin, on n'est pas tellement, disons, c'est plus efficace. C'est pas, et ça prend beaucoup d'expérience pour arriver à faire ce que les gens font sur Internet mais on peut saisir et on peut, ça se fait, mais c'est parce qu'il sert beaucoup de kozushi. Et aussi, moi, je pense, pour répondre à la question, j'ai fait une longue que les gens qui pratiquent après-guerre l'aïkido, ils ont pris l'évolution d'un maître, Morihei Ueshiba, et au lieu de passer par les escaliers, de prendre le bas de l'échelle, tic, 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 de passer par l'échelle, comme le maître Ueshiba a fait, il a passé par le bas de l'échelle, lui, ils prennent les escaliers d'en haut, ils prennent les marches d'en haut. Donc, ils copient le mouvement, ils font des mouvements, et c'est pas, des fois on sent que il manque quelque chose. Fait que je pense que, personnellement, c'est ce que je crois. Je pense qu'ils apprennent un art martial, je sais pas, l'évolution. Ils apprennent le côté de l'évolution, les dernières marches de l'échelle. Puis c'est pour ça qu'il faut commencer à la base. Je pense qu'il faut faire autre chose un peu pour sentir, pour voir un judoka par exemple, quand il va te saisir, faut que tu réagisses vite. Là. Tu peux pas rester comme ça pendant 1 heure devant avec la main au col, là, parce tu vas tomber, ça va prendre 2 secondes. Il est déjà trop tard. Il est déjà aussitôt saisi, aussitôt parti. C'est aussi simple que ça. Fait que nous, on enseigne encore, puis on enseignait à j'ai déjà enseigné à des gardiens de prison, j'ai déjà enseigné à des policiers. D'ailleurs, dans nos stages, des fois, on a encore des élèves là, qui sont gardiens, qui travaillent encore dans le milieu carcéral, qui sont gardiens de prison, puis des fois, ils nous disent, ça, peut-être que ça marchera pas. Ça, oui, Fait qu'on on essaie d'amener ça le plus efficace possible. Mais dans une pratique quand même réfléchie, avec attention, et on sait que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de compétition en Aïkido, parce qu'un poignet, peut se faire éclater en criant ciseaux, là. Il n'y a pas de compétition, puis on comprend pourquoi. Soit la tête ou n'importe quoi, c'est facile de péter une articulation. C'est pas difficile, là. Surtout avec le poids de l'adversaire qui rentre, puis dans le mouvement, clac, tu peux faire éclater quelque chose assez rapidement. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention.
Puis la pratique du kobudo, chez vous, ça c'est arrivé à quel moment? Comment la rencontre s'est faite avec cette école-là? Oh mon Dieu! C'est dans les stages avec Maître Alain Floquet, qui est invité au Québec chez M. Damblanc. Chez M. Damblanc qui invitait Maître Floquet. Et Floquet, à un moment donné, il a parlé... on faisait déjà du kobudo. Parce que l'aïkido et le kobudo, c'est intrinsèquement relié. C'est relié. Les positions d'aïkido et les positions de kobudo, des fois, c'est similaire. On peut prendre des exemples pour enseigner, on peut prendre des exemples de kobudo ou vice-versa. On peut prendre des exemples d'aïkido pour enseigner le kobudo ou des exemples le maintien du corps, la garde, les prises de position, prendre le centre. En kobudo, prendre le centre, c'est primordial, je veux dire, ou sortir du centre, justement, parce que si tu restes dans le centre, tu vas te faire piquer ou tu vas te faire couper. Donc, et ça a commencé comme ça, c'est que Maître Floquet, quand il venait au Québec, à un moment donné, il a emmené avec lui Yoshio Sugino, le père de Yukihiro, Yoshio Sugino, qui était 10e dan de Katori Shintoryu, et avec un de ses bras droits qui s'appelait Goro Takeyama, et on faisait des stages avec eux. On a commencé à faire des stages avec eux, et on a fait comme wow, c'est vraiment oui. Et là, c'est ça, ça nous a amené la compréhension du kobudo et de l'aïkido, et on voyait que c'est intéressant. Tu sais, de l'apprendre par soi-même, de se le faire dire, ok, mais de l'apprendre par soi-même, tu sais, de le vivre, puis de dire ben oui, regardons ça, puis de le sentir. C'est ça qu'à un moment donné, l'expérience nous amène. C'est ça moi que j'essaie de donner aux gens. De le sentir. De pas juste de le sentir avec le physique, tout le corps, de pas juste pas la tête. La tête, oui, elle va comprendre ou elle comprendra pas, mais le corps. Des fois, on oublie un mouvement, puis on fait appel au corps, la mémoire physique, la mémoire corporelle. Puis là, ouais, c'est ça. Ok, oui, parce qu'on l'a senti. Parce qu'on l'a travaillé. On l'a travaillé physiquement. Puis après ça, ça vient juste comme un réflexe. Donc, il faut le travailler longtemps, mais que ça vienne un réflexe, on s'entend, là. Mais, c'est ça. Fait que le kobudo, c'est comme ça, on a commencé ça dans les années, tabarouette, on a commencé ça dans les années, je dirais, 78, 79, 76. OK. Amené jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On apprend encore. Et moi, ce que je trouve intéressant, personnellement, dans la pratique des armes, parce que souvent, tu sais, aujourd'hui, là, ce qui domine, c'est les sports de combat, c'est le MMA. Puis pour quelqu'un qui est un combattant pur, puis qui n'a jamais touché aux arts martiaux traditionnels, la pratique des armes, ça a l'air de quelque chose d'inutile, pour le dire crûment. Parce qu'ils se disent, je me défendrai jamais avec un tonfa, un bâton ou un katana dans la rue. Ça sert à quoi? C'est une perte de temps, tu sais. Mais pour en faire, tu sais, la pratique des armes, ça amène tellement au niveau de la précision, le contrôle du corps, la gestion des distances, le contrôle de la puissance. L'arme amplifie tes qualités, mais elle amplifie tes défauts aussi. Donc, exactement. C'est vraiment une richesse, je trouve. Là. Totalement. Parce qu'il y a aussi différentes... Il y a le boken, il y a le bo, il y a la naginata, il y a... nous, on pratique le ryoto, un kodashi et un boken. On pratique le katana, on pratique le yai. Il y a plusieurs... il y a la lance. Éventuellement, ça va être la lance. Rendu dans des niveaux relativement supérieurs, tu as la lance. La lance, c'est long, c'est très long. Je pense que c'est une affaire comme 9 pieds, une affaire comme ça. Naginata aussi, j'en ai une, là, puis c'est comme 10 pieds de long, là, c'est quelque chose. Oui, c'est ça, c'est 10 pieds de long, une naginata. Oui, c'est ça. Donc, puis la pratique de ça, puis il faut comprendre que lorsqu'on pratique la naginata, justement, que ce qu'il y a au bout, là, est en bois, ok, c'est cool. Mais c'est une lame de katana qui a beaucoup de ça, là. C'est pas une pointe, c'est une lame tranchante, c'est pas une pointe de lance. C'est une lame. Et ça tranche comme une lame de rasoir, comme un katana. Et c'est bien beau de pratiquer. Puis le poids, là, un naginata en bois, oui, c'est pesant, c'est lourd, mais avec une lame en acier au bout, une lame qui coupe et tout ça, là, le poids est différent. Donc, c'est une approche... non, moi, je suis d'accord avec vous que
ça peaufine les arts martiaux, ça va au-delà de l'entraînement physique, en tout cas, ça fonctionne en sensation. C'est ça qu'il faut transmettre, je pense, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, ou il faut transmettre la sensation, le travail, ressentir les choses. C'est ça, ça prend du temps mais ça vient avec la pratique, l'entraînement. Ça vient pas en 2 heures et demie, là, mais ça vient, c'est ça. Puis je trouve que le Kobudo, le maniement d'armes, peaufine tout ça. Puis l'enseignement, vos écoles, ça se passe comment? C'est où? Êtes-vous plusieurs enseignants dans votre association, j'imagine? On a 9 écoles. Okay. Ben, une qui sautille, là. On ouvre pas, on ouvre, en tout cas. Ils essaient de se trouver un local, mais on a 8 écoles, on a 8 professeurs, on a une à Montréal, Longueuil, Lévis, Beauce, Sherbrooke, Québec. En tout cas, fait que on a, quand même, oui, c'est ça. Ça couvre le Québec pas mal, ça. Oui, on se promène pas mal au Québec. Puis avec les stages que je fais, c'est que je tente de faire des stages dans chaque région. OK. Aller visiter toutes les dojos parce que souvent les débutants, ils viendront pas dans un stage. Un débutant de la Beauce, il viendra pas dans un stage à Sherbrooke ou Montréal, il ira peut-être pas à Québec. Mais si on va chez eux, ben le professeur va stimuler, va dire écoutez, c'est un stage, vous allez voir, ayez pas peur. Vous allez voir, ça va bien aller. Ça va très bien se dérouler. Et je vous dirais que les 3/4 du temps, quand les gens assistent à un stage, ils reviennent. Ils reviennent. Puis en plus, à chaque année, on a un camp d'entraînement d'été, c'est-à-dire à la fin de la saison, on a 5 jours d'entraînement à raison de 6 heures par jour de pratique. Et là-dessus, il y en a 4 qui se passent à l'extérieur et 2 à l'intérieur. Beau temps, mauvais temps. Puis les pratiquants... en général, c'est quoi la clientèle d'âge que vous rejoignez? Moi, ça commence à 14 ans et ça va aussi loin que 60, 70, 60, 65, 70 à peu près. Hommes et femmes. Curieusement, cette année, tu vois, à Québec surtout, là, dans le dojo où je suis, il y a eu 8 femmes qui se sont inscrits en septembre. Comme ça, paf! On était bien contents, on était très heureux, mais ça a été, puis elles sont toutes restées. C'était vraiment, parce qu'habituellement, 3 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, oups, là, ça s'effiloche, là. Ceux qui connaissent les arts martiaux, là, je reviens plus, là, mais elles sont toutes restées. Fait que c'est très encourageant, puis il y a évidemment, sont très bonnes, sont vraiment très bonnes. Et puis comment ça s'est passé pour vous? Là, on en est pas mal sorti, on va toucher du bois, là, mais le 2 ans de pandémie, parce que tu sais, nous dans le karaté, on avait une association qui avait l'oreille du gouvernement, t'as Judo Québec pour le judo, mais il y a certains arts martiaux qui tombent entre les cracks du sofa, comme on dit, là. Comment vous êtes débrouillé au travers de ça, là? Nous, ce qu'on a fait, on suivait Judo Québec. Ouais. On suivait les consignes de Judo Québec à travers le gouvernement et on suivait évidemment les consignes du gouvernement. Donc, on a tout fermé au complet. On a tout fermé. Il y a un dojo qui a eu de la misère, c'est-à-dire qu'il y a eu de la misère, c'était un dojo privé, parce que nos écoles se retrouvent pas mal toutes dans des cégeps ou dans des écoles. Donc, des écoles qui sont maintenues par la ville ou des cégeps. Donc, ferme pas, le dojo est toujours resté ouvert, c'est-à-dire le dojo est toujours là. Tandis que les dojos privés, ben là, il y a des loyers à payer, il y a plus d'élèves, ça veut dire qu'il y a plus d'inscription. Et à ce moment-là, ben là, le loyer continue de rouler, fait que souvent le dojo ferme. Et il y a, je sais, dans la région de Québec, ici, là, il y a pas mal de dojos privés, de bons gros dojos privés qui ont fermé, malheureusement.
Ben, c'est parce qu'il Pas fallait, être capable. il y avait des démarches, il y avait des possibilités de subvention, mais c'était compliqué, il Ouais. fallait être ouvert depuis plus qu'un an, donc c'est sûr que ça allait éliminer tous ceux qui étaient ouverts depuis C'est ça. peu en partant, C'est ça. donc ça n'a pas été facile, là, Fait que nous, et en étant dans des, sauf comme je dis, un dojo là, qui maintenant est réouvert, puis il s'est trouvé une école. Mhm. Euh, mais là, nous, on a maintenu le cap. Puis quand on a réouvert, ben, on a réouvert toutes nos écoles, puis on a reparti la machine, puis le manque. Puis là, en repartant, j'ai remarqué qu'il y a eu des inscriptions. Les gens ont pas rien fait pendant 2 ans. Fait que là, ils se sont inscrits, puis on va faire ci, puis on va s'inscrire, puis on va rouler, puis fait que ça a été ça. Ça a pas été évident. Parce que ça manque à un moment donné, là. Ça te manque, mais on s'écrivait, puis on faisait des rencontres Zoom, puis on parlait, puis on jasait, puis on prenait soin de notre monde quand même. Autant que du mieux qu'on pouvait. Ben oui, c'est clair. Ben c'est là qu'on a vu l'apport que ça apporte dans nos vies chacun, le fait de pouvoir se retrouver à plusieurs, parce que c'est sûr que chacun pouvait s'entraîner ou faire des cours par Zoom, dans certains cas, des choses comme ça, des entraînements par Zoom, mais c'est sûr qu'en judo, en aikido, en jujitsu, c'est un peu plus difficile. Là. En karaté, tu peux travailler des katas, il y a des choses que tu peux faire en solo, mais Ouais. il y a des arts que sans partenaire, tu fais pas grand-chose. Là. Non, tu fais pas Non, grand-chose. c'est clair. Puis là, pour la suite des choses, est-ce que vous voulez continuer comment dire, de propager le style Mochizuki à travers le Québec, qu'il y ait des nouvelles écoles éventuellement? C'est quoi vos plans pour l'avenir, là, maintenant qu'il n'y a plus de pandémie devant nous? Là? Ah ben c'est sûr qu'on continue de développer. Je sais qu'à Québec, il y a un nouveau on a été approché par que je donnerai pas tout, mais on a été approché par un gros dojo et je sais qu'on va ouvrir, qu'on va avoir un dojo de plus à compter de l'automne. Puis il y a sans doute le dojo qui balance, là, on ouvre pas, va peut-être trouver on va ouvrir parce que puis il y a tout notre appui. Quand on a un nouveau dojo qui ouvre, habituellement on va faire des stages. On va faire un stage d'ouverture chez lui avec faire des démonstrations s'il faut. On l'appuie, on a des dépliants, on a ci, on a ça. On fait pas, on le laisse pas partir tout seul puis ben t'es bon puis go, tu sais. Non, on le supporte quand même. Je pense que c'est une bonne façon de faire, de prendre soin de notre monde puis on a une bonne, je dirais, quand on a eu des invités, on a eu des gens qui sont venus des États-Unis à un moment donné, des gens de Pittsburgh qui venaient d'une autre association, des Américains, qui est similaire à la nôtre, là, puis ils en revenaient pas de l'accueil, puis de la chaleur, c'est tabarouette, c'est comme une grande famille. Puis même en Kobudo, quand on a des stages, il y a du monde qui vient des États-Unis, il y a du monde qui vient quand le maître vient. On invite, il y a du monde qui viennent de l'Ontario, des États-Unis. Il y en a un qui veut venir de la France, d'Europe. Puis il y en a un justement qui est venu de la Belgique. Puis il en revenait pas. La chaleur, l'amitié, l'esprit de famille qu'on a. Donc c'est ça. C'est pas, on pratique, mais en même temps on échange beaucoup. Puis veux pas, tu sais, quand tu fais de l'aïkido, tu donnes ton bras à quelqu'un, tu donnes des articulations, tu pratiques, tu sais, il faut qu'il y ait du respect à quelque part. Ben, ça prend je dois dire que ça me fascine beaucoup, votre pratique parce que ça prend beaucoup de laisser aller. Tu sais, pour faire beaucoup de projections. Autant le judo aussi, c'est un peu le même principe. Tu sais, il y a beaucoup de laisser aller puis de confiance en ton partenaire parce que tu peux vraiment blesser quelqu'un si tu t'y prends mal. Là. Je trouve que ça prend des personnes généreuses pour donner leur corps ou l'articulation à l'apprentissage. Souvent, c'est ça. Donc oui, effectivement, il faut respecter puis il faut être confiant. Puis il faut bien aussi encadrer, il faut surtout bien encadrer. Quand t'as une salle, je sais pas, mais t'as une salle de je sais pas combien de tatamis, puis t'as du monde, là. On a donné des stages, des fois il y a 60, des fois il y a 40, 60 personnes, ou 40 personnes. Là, faut que ces gens-là chutent. C'est des chutes roulées, c'est pas des chutes plaquées, souvent. Donc une chute roulée prend beaucoup plus d'espace. Tu peux rouler sur 2 tatamis de long au lieu de un seul sur une chute plaquée. Donc, il faut bien encadrer, il faut bien gérer l'espace, il faut bien gérer les gens pour pas qu'il y ait de blessures. Quelqu'un qui chute d'en face de quelqu'un d'autre, là,
je suis pas sûr qu'il y en a un des deux qui se relève, là. Fait qu'il faut, puis les techniques, faut que ça soit fait. Il faut avertir quand t'enseignes, il faut avertir que cette technique-là, ça peut être, faut faire attention. Et si c'est des clés d'articulation, ben là, tu grossis les groupes pour que l'articulation soit moins sollicitée. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qu'on apprend avec la pratique, avec l'entraînement, mais qu'on peut aussi conseiller les professeurs, qu'on peut encadrer les professeurs qui nous... Ouais. Puis effectivement. Je reviens au début de la discussion. Vous disiez que votre professeur avait pas beaucoup de notions. Les professeurs à l'époque avaient pas de notion de conditionnement physique, etc. En karaté. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si on remonte quand même, mais les arts martiaux en général, je pense, c'était beaucoup plus rough. À l'époque, mais oui, il y avait peut-être du bon là-dedans, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de méconnaissance du corps qu'au fil du temps, avec la science, ça s'est amélioré. Avez-vous cette impression-là? Avez-vous l'impression que ça a été pour le mieux ou qu'on a perdu quelque chose en cours de chemin? Si je peux parler pour moi, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai parti mon école, ben pas mon école, mais le dojo où j'étais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi de l'ancien dojo, d'où je partais. Et là, on parle de ceinture avancée. On parle de verte en montant, orange en montant. Et ça allait jusqu'à brune, puis ça allait jusqu'à ceinture noire. On était assez nombreux. Et faut dire qu'à cette époque-là, quand on est jeune, on ouvre la machine un peu. On teste des affaires. On se teste aussi, mais en se testant soi-même, on s'imagine que tout le monde aimerait se faire tester comme on teste nous autres, comme on se teste. Et en à peu près 3 mois, j'ai perdu presque la majorité de mes élèves. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un de très très proche, qui m'a dit, qui s'est inscrit à mes cours, puis qui était poqué, qui s'était fait blesser quelques fois. Il était débutant en plus. Il me dit, écoute là, pour les gens en général, c'est un AB. C'est pas la guerre demain, là, pis c'est pas, on s'en va pas sur le champ de bataille, là. C'est pas tout le monde qui pense de même. Ils prennent ça comme un AB, ou ça va devenir peut-être une passion à un moment donné. C'est pas tout le monde qui veut s'entraîner comme toi, là. Là, je l'ai regardé, j'ai fait comme, puis c'est avec tout le monde que j'avais perdu, en plus. Fait que ça confirmait ce qu'il me disait. J'ai fait comme, OK. Et à partir de ce moment-là, pas que j'ai pas été moins efficace, mais j'expliquais plus la façon de faire et je respectais plus le corps des gens et la façon dont je respectais plus les gens. J'imposais pas ce que moi je voulais faire finalement. Ben, je l'imposais, mais d'une façon plus subtile, plus réaliste, plus sentie. Mais je pense que de toute façon, il y a moyen d'enseigner un art martial efficace sans blesser les gens. Bien sûr que ça va faire mal, je vais mettre des guillemets. Bien sûr que tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des inconforts, tu vas pousser tes limites. Mais si tu ressors du dojo toujours blessé, il y a un problème. Les blessures devraient être l'exception, ne devraient pas être la norme, tu sais. Ben d'ailleurs, ces gens-là reviennent. Ben non, c'est ça. Ça donne absolument rien. Comme j'expliquais souvent, regardez, là, on peut le faire comme faut, on peut le faire comme ça, mais on va être à peu près 6 à pratiquer à la fin du stage. Là, on est 30. Je dis, on est 30, j'aimerais ça qu'on soit 30 à finir le stage. À la fin. Mais on peut le faire comme ça. Mais regardez, ça peut se faire comme ça, mais on peut le faire aussi en projetant. Ils vont sentir qu'il n'y a pas d'équivoque, mais ça respecte les articulations, ça respecte les gens. Fait que c'est avec ça que mon associé, parce qu'il y en a un des trois fondateurs, Roger Roy, il est toujours là. Bruno Perrault a pris un peu plus de distance depuis quelques années. Mais Roger, c'est un prof d'éducation physique. Donc, c'est sa formation, il est enseignant au cégep, il est enseignant au cégep pendant des années en éducation physique.
Fait que, puis il a fait un cours en Europe, puis il étudie en Europe en éducation physique, il a fait son judo en Europe. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut donner des bons conseils concernant la santé physique, c'est bel et bien lui. Fait que avec lui qui encadrait les gens, tout ça, fait que on pratique encore, puis des fois je dis, oh, il dit, oh, ça sera pas évident à faire, ben, regarde, on va le pratiquer, mais on va l'essayer. Fait que, puis c'est ça qui est le fun, c'est que on échange beaucoup, lui puis moi, c'est le fun parce qu'on évolue, et tout ça évolue encore. C'est-à-dire que on reste pas avec les mêmes techniques, les mêmes mouvements, puis on recommence pas sans, c'est-à-dire on garde un bagage, un certain bagage de fond, mais après ça on continue à faire de la recherche. Parce que le vieux maître Mochizuki il nous avait dit ça à un souper, je me suis puis il dit vous êtes rendu maintenant, parce qu'on lui demandait, est-ce que vous pouvez nous aider dans telle affaire, on aimerait ça avoir votre appui, votre conseil, vos conseils. Il dit, écoutez, là, il dit, vous avez fini l'université. Il dit, là, vous êtes rendu des professionnels. Agissez comme tel et continuez de faire évoluer ce que j'ai fait, ce que j'ai bâti avec vous et ce que vous avez vu. Continuez de faire évoluer ce que j'ai fait. Ben, c'est intéressant qu'il vous ait dit ça parce que souvent la perception de certains occidentaux, c'est les arts martiaux traditionnels japonais, c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça, puis on doit continuer de l'enseigner comme ça, alors que la plupart des gens à qui j'ai parlé en 3 ans sur le podcast qui ont connu des grands maîtres japonais, ils disaient tous, prenez ce que je vous donne, puis faites-le évoluer. Tu sais, il y a personne qui a dit ça va être comme ça, puis ça doit rester comme ça encore pour les 300 prochaines années. Ouais. Bien sûr que non. Ben écoute, lui, il y a eu écoute, quand je dis 54 dan, là, ou 52 dan, 54, je pense, mais il a fait ça dans différents styles. Et tu sais, quand les Japonais, là, si tu pratiques un style de Kobudo, aussitôt que tu regardes à côté de la traque, tu regardes à côté ton autre style de Kobudo, là, le maître, il te regarde, puis hey, ça c'est pas bon. Attends. Puis là, tu te fais engueuler comme du poisson pourri, là. C'est la fin du monde. Puis t'es tassé assez vite si jamais tu reviens pas dans le droit chemin comme quand il le dit. Fait que, mais maître Mochizuki, lui, c'est l'inverse. C'était aller essayer. Puis il avait dit à son fils Hiro, il nous avait dit ça, il dit, même c'est Hiro qui nous en avait parlé, Hiro Mochizuki, je l'appelle Hiro comme, en tout cas, parce que je l'ai, enfin, Hiro Mochizuki nous avait dit, il dit à un moment donné, mon père, il dit, tu es bon en karaté, ça va, maintenant, tu vas aller prendre un cours de boxe. Hiro, il a fait comme, maître Hiro Mochizuki a dit, quand il est revenu chez son père, il dit, oh, pelaille, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Oh non, parce que les blocs en boxe et les blocs, c'est-à-dire les esquives en boxe et les blocs en karaté, c'est deux mondes. Surtout en lui, c'était du Wadoryu. C'est deux mondes, là. Tu sais, non, c'est hyper statique, en mouvement, mais linéaire. Puis la boxe, c'est rotation. Fait que c'était, en tout cas. Fait que, le même Mochizuki, quand il nous a dit ça, on a fait comme, on était déçus d'entendre ça parce qu'on voulait avoir son appui, on voulait, puis là, quand il nous a dit ça, ok. Ah oui, ok. Puis c'est pendant l'année d'après, parce qu'on est retourné. Puis en tout cas, puis c'est là qu'on a réalisé la richesse de ce qu'il nous avait dit. C'est là qu'on a fait comme, ben c'est ça qu'il voulait dire. Wow. Puis quand on est retourné, on l'a revu aussi en 2000. On l'a revu en 2000. Il était rendu en France chez son fils, assez diminué malheureusement, mais quand même on l'a vu. Puis quand on est monté sur le tapis, il nous a reconnus. Puis, en tout cas, il était content de nous voir. Puis nous autres, on allait là pour le voir justement. Puis il était très content de nous voir. Puis en tout cas, c'était bien. Il y a eu des super belles anecdotes avec ça. C'était bien fun. C'était vraiment agréable. Ben, j'imagine que c'est des belles expériences. Ah, totalement. C'est clair. Puis le Japon, est-ce que vous y retournez encore maintenant ou On prépare un voyage, Roger, moi et un autre gars, un autre pratiquant qui vient avec nous. On va au Katorin Toryu au printemps. On retourne au Japon au printemps pour 3 semaines, je pense. Pratiquer. Vous souhaitez un bon voyage, en tout cas, ça risque d'être fascinant, j'imagine. Ouais. Surtout que... Ouais, allez-y.
Surtout que quand tu restes, tu sais, les gens disent ils voyagent pour voir le plus de pays possible, le plus de tu sais. Mais nous, quand on va, c'est arrivé le premier voyage, on a fait pas mal, pas tout le Japon, mais on a fait une partie. Mais souvent, on va pour s'entraîner, donc on voit du tapis, mais on rencontre tellement plein de gens, tellement de la chaleur des Japonais, parce que les Japonais, c'est très chaleureux, sont très gentils, c'est très fin, ils t'emmènent manger ce qui nous est arrivé, c'est que sa tante possédait un restaurant, il nous a amené manger chez sa tante, puis on a eu de la bouffe à savoir quoi en faire, en tout cas, tu sais, puis reçu comme si on était des rois de je sais pas quoi, là, en tout cas, c'est ça, c'est une autre richesse qu'on voit, c'est la richesse humaine qu'on rencontre, on partage des choses, puis avec les gens, puis on rencontre plus de gens et on croise les gens, c'est ça qui est agréable, même si on voit pas le Japon au complet, là. Enfin. En tout cas, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension, c'est clair, des racines de ce que vous faites, là, en y allant à la base. Ouais. C'est clair. Ouais. Ben, Monsieur Martin, merci beaucoup pour votre temps. Je vais inviter les gens qui veulent en avoir un peu plus à aller nous suivre sur Patreon. C'est patreon.com/Guerrier Podcast si vous voulez supporter le podcast et avoir du contenu exclusif. Il y a des dizaines et des dizaines d'heures d'entrevues de bonus avec nos invités depuis les 2 dernières années, dans le fond, que vous pouvez aller retrouver là-dessus. Puis ça permet de supporter aussi modestement le podcast, toutes les plateformes qu'on utilise et tout. Donc, on va faire une petite entrevue ensemble là-dessus. Puis, mais je vous remercie, sérieusement, c'était vraiment très, très intéressant. Grand plaisir.